Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Après 5 heures de vol depuis Paris, j'arrive au Svalbard, un archipel norvégien situé à hauteur du cercle polaire, au 79e degré de latitude nord. J'embarque dans un deuxième avion à Longyearbyen, direction Ny-Ålesund, dernière terre habitée, la plus septentrionale du monde. Base scientifique norvégienne depuis 1966, Ny-Ålesund devient un village scientifique international en 1992. Il accueille aujourd'hui une douzaine de laboratoires de nationalités et de langues différentes qui ont développé des centaines de missions et de programmes de recherche. Comment les hommes parviennent-ils à habiter cette terre aride et froide, aux confins du monde, où 6 mois de jours sans fin succèdent à 6 mois de nuit? En marchant vers le village, je découvre un paysage lunaire où rien ne semble propice à l'installation des hommes. Encadrés par une dizaine de permanents chargés de l'intendance, 30 à 180 chercheurs séjournent pourtant ici chaque année pour quelques semaines ou plusieurs mois. Comment ces scientifiques, issus de cultures et de nationalités différentes, arrivent-ils à tisser un lien entre eux et avec cette terre inhospitalière? Marten Lonen, biologiste et responsable de la station scientifique néerlandaise, vient à Ny-Ålesund depuis 30 ans pour étudier les oiseaux. Chaque année, il fait de ce lieu singulier sa seconde maison. Hey, bonjour, content de vous voir. Bonjour. Bonjour Philippe. Enchanté. Bienvenue dans ma ville. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est là alors, hein? Oui, c'est Ny-Ålesund, avec une très belle vue sur le glacier. Ah oui, on les voit. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est vraiment magnifique. Et alors vous habitez où là? Moi, je vis dans une petite cabane de l'autre côté de la ville. On voit juste un petit bout par là. C'est la première des Loddon Houses. Attends, il faut juste que je pose mon vélo. Est-ce qu'à Ny-Ålesund, il n'y a que des scientifiques? Oui, aujourd'hui c'est la plus grande station internationale en Arctique et c'est également le village le plus au nord vers le pôle. Mais est-ce que les scientifiques peuvent s'installer un peu comme ils veulent ici? Non, tout est organisé. 9 pays ont une station ici, chacun a la sienne. Là-bas, vous voyez la station britannique, il y a aussi une station indienne, une station allemande. Mais pourquoi tous les scientifiques veulent venir ici, à Ny-Ålesund? En fait, c'est un lieu où l'on constate d'importants changements liés au réchauffement climatique. Ici, beaucoup de travaux de recherche y sont consacrés. Il y a une grande diversité parmi les scientifiques. Moi, je suis biologiste. Nous avons aussi des géologues, des glaciologues, des spécialistes du permafrost, tous ces domaines-là. Mais là-bas, nous avons aussi une base de lancement pour diffuser sondes et un télescope qui permet d'observer les quasars à l'autre bout de la galaxie. Ce ne sont pas que des recherches sur la glace et les animaux. C'est bien plus que ça. Et voilà, je vis ici. La maison a été construite de l'autre côté du fjord en 1912. Puis elle a été amenée ici en 1950. Donc ça a été démonté et déplacé ici? Exactement. Pour le Spitzberg, c'est un bâtiment très ancien. C'est la plus vieille construction du village. Ah d'accord. Eh oui. C'est le patrimoine du village. Et après, ils ont construit les autres maisons sur les mêmes techniques? Oui, ce sont des maisons de style scandinave. Je suis très heureux de vivre ici. Mais nous n'avons pas l'eau courante dans cette maison. C'est la plus authentique. Je vis dans une maison musée, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais les autres ont l'eau courante. Moi, je n'ai que l'électricité. Et Internet.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le laboratoire. C'est simplement une pièce où on met tous nos échantillons, et etc. Ah oui, je les vois là sur la table. Martin, qu'est-ce que c'est là, tous ces tubes? Alors ça, c'est Ayuta, l'étudiant japonais qui vit avec moi ici. Ah oui. Ce sont des prélèvements pour faire des analyses ADN. Il filtre de grandes quantités d'eau avec un tamis pour récupérer de l'ADN d'insectes et il s'en servira pour analyser les organismes qui vivent dans l'eau. C'est une nouvelle étude qui est conduite au Japon. Ici, c'est ma chambre et c'est le bazar à cause des échantillons et de tout le matériel. C'est aussi une partie du laboratoire. Oui. De toute évidence, Martin se moque du confort et a fait de cette maison un lieu consacré à la recherche scientifique. L'échelle aussi, elle est d'origine. Hein. Faut que je fasse attention. Oui, elle n'est pas très stable, fais attention. D'accord. Ah, il y a tout, il y a les sabots qui sont là. Oui, les vieux sabots, ceux qui sont cassés. Ça fait près de 30 ans que vous venez ici, mais à chaque fois, combien de temps est-ce que vous restez? 2 mois. 2 mois. J'arrive avec les oiseaux et je repars avec eux. Je tiens à préserver aussi ma vie chez moi aux Pays-Bas. Ma femme me dit toujours que 2 mois, c'est bien assez, pas plus. Est-ce que vous considérez qu'ici, c'est votre deuxième maison? Oui, absolument, sans aucun doute. Les autres disent que c'est ma ferme, à cause de tous les bernaches et autres oiseaux autour, et aussi parce que je viens d'une longue lignée de fermiers. Je ne vis pas vraiment dans ce fjord, mais j'aime à y revenir tous les ans. Et ça me convient parfaitement de revenir ici pour constater les changements. Tous ces changements dans un espace aussi petit. Mais après 2 mois, j'ai besoin de rentrer aux Pays-Bas. J'ai aussi une petite cabane là-bas avec un jardin, donc je vis un peu de la même façon quand je suis là-bas. Une belle vue, hein? Oui, une très belle vue. Avec le glacier de Conway. Là, celui-là? Oui, on va là-bas demain. Les scientifiques de Ny-Ålesund ne sont pas les premiers habitants du site. Il y a un siècle, des mineurs vivaient ici. Le village était la propriété d'une ancienne société d'exploitation du charbon, la Kings Bay, désormais reconvertie dans la gestion et la logistique du camp scientifique. Hi. Hello. Nice to meet you. Per Erik Anvold a longtemps été chef de la station norvégienne. Il est aujourd'hui directeur de la Kings Bay et la mémoire vivante de Ny-Ålesund, où il séjourne depuis 20 ans. À l'origine, ce village a été construit pour exploiter les mines de charbon. C'est au milieu des années 60 qu'on a décidé d'en faire un village consacré à la recherche scientifique. Per Erik me conduit sur les vestiges de l'ancienne mine, dont l'exploitation dura près d'un demi-siècle, avant de s'arrêter brutalement à la suite de la crise du charbon et d'une série d'accidents meurtriers. Ici, il y a des restes d'acier des chariots qui servaient à transporter le charbon. C'est très émouvant d'être là et de voir tous ces vestiges du passé, ces grands terrils. Ça raconte finalement les tentatives de l'homme pour humaniser ce lieu. Oui, tout a commencé en 1909. Un peu plus tard, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, certains armateurs qui avaient besoin de grandes quantités de charbon sont venus exploiter les mines à l'année. Et c'est comme ça qu'a été créée la Kings Bay. L'entreprise a été fondée en 1916. Mais lorsque les mines ont fermé, tout a fermé. Il n'y avait plus aucune activité ici. Ce qui a relancé le village, en fait, c'est l'arrivée de la station de recherche française. Et puis, il y a eu une autre station qui est venue s'installer, un relais satellite. Et là, la Kings Bay a recommencé à gérer le village. Et quelle est la fonction exacte de Kings Bay? Eh bien, tout d'abord, la Kings Bay est propriétaire des lieux. Nous sommes responsables de la gestion de toutes les opérations sur place. Et nous assurons également le bon fonctionnement de toutes les stations de recherche implantées dans le village, depuis l'approvisionnement en électricité à la distribution d'eau. On s'occupe aussi de la restauration pour tout le monde. En fait, nous apportons tout ce qu'on peut trouver dans un village normal. C'est exactement ça, c'est une plateforme sur laquelle les scientifiques viennent se greffer et où
tout est fait pour qu'ils puissent mener leurs activités dans les meilleures conditions. C'est tout le sens de notre mission, qu'ils puissent se concentrer sur leurs projets et mener à bien leurs recherches. Pour nous, il est primordial de leur offrir un mode de vie normal dans cet environnement sauvage. Et nous veillons sur ces gens pour qu'il ne leur arrive rien. Parce que nous vivons quand même très loin de tout. C'est le village le plus au nord du monde. Et nous devons toujours garder ça en tête, quoi que nous fassions. C'est intéressant, j'y vois une sorte d'allégorie de la planète. D'abord, un lieu où finalement l'homme se pense comme maître et possesseur de la nature, exploitant toutes ses ressources, à un lieu qui étudie et préserve la nature. Heureusement, nous avons su nous extraire de cette manie d'exploiter les ressources jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, pour commencer à chercher des moyens de les préserver. Habiter Ny-Ålesund, c'est habiter un environnement fragile, à préserver, mais également une terre rendue plus menaçante avec le réchauffement climatique. La fonte des glaces réduit le territoire des 3500 ours polaires qui peuplent le Svalbard et les contraint à s'approcher toujours plus des villages. On en voit régulièrement aux alentours des maisons. Anne Schumacher et Sonne Möth, deux étudiantes de Marten, sont ici pour quelques semaines. Anne est ornithologue et observe les oiseaux, tandis que Sonne, biologiste, effectue des prélèvements d'eau. Travaillant à l'extérieur du village, elles doivent toujours se munir d'un pistolet de dissuasion et d'un fusil. L'ours est omniprésent dans les esprits. Il nous rappelle que la place de l'homme ne doit pas être tenue pour acquise. Avipef, Avipef, ici Sonne. Nous sortons du village. Chacun réfléchit ici à la juste attitude à adopter vis-à-vis d'une nature à préserver, mais dont il faut aussi se protéger. Sonne, tu peux venir voir? Quoique je peux me déplacer aussi. J'ai repéré quelque chose d'étrange, mais ça ne bouge pas. Sûrement un rocher. Ouais, sûrement un rocher, mais je voudrais que tu regardes aussi. Attends, fais voir. Non. C'était juste pour être sûr. Non, mais il faut mieux vérifier. Le village est très accueillant, mais la nature est hostile. Entre autres, à cause des ours polaires. Elle ne t'invite pas à rester. Elle ne veut pas d'hommes ici. Quand je suis arrivée, 2 chercheurs se sont retrouvés coincés sur une île avec des ours polaires. Tout à coup, l'un des deux a dit « Attention, il y a un ours polaire ». Et il n'était qu'à 100 mètres d'eux. Et du coup, moi, je les ai entendus à la radio. Il y a un ours polaire sur l'île. Et quand on entend ça alors qu'on vient d'arriver, on se dit « Ce n'est pas un jeu, il y a vraiment des ours polaires dans le coin ». Toutes les deux, vous venez là pour un temps assez limité, vous avez des disciplines scientifiques qui ne sont pas les mêmes. Comment vous faites pour trouver votre place ici? Tout le monde ici a son propre domaine de recherche, donc ça permet de rencontrer plein de gens intéressants, de discuter de nos travaux, trouver de nouvelles idées. Quand tu arrives et que tu vas dîner, tout le monde te demande « Hé, bienvenue, qu'es-tu venu faire ici ?» Tout le monde s'intéresse à tout le monde. Et puis tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu aimerais travailler ou collaborer. Toute la communauté des scientifiques de Ny-Ålesund se rassemble chaque jour à la cantine du village. On y entend parler toutes les langues, mais tant que la science est au cœur des débats, chacun semble pouvoir se comprendre. Le réfectoire est un lieu incontournable pour cette communauté singulière, l'espace convivial où chacun se retrouve pour échanger et partager son expérience. 3 fois par jour et à heure fixe. Aux commandes de ces rassemblements, Frédéric Ekstrand est le plus jeune chef cuisinier de l'équipe. Depuis 2 ans, il vit ici à l'année. Bonjour Frédéric. Hello. Ça va bien? Ouais, les patates douces, j'imagine qu'elles ne poussent pas ici. Comment les légumes arrivent à Ny-Ålesund? Nous avons quand même des produits locaux, puisqu'on peut pêcher certains poissons dans le fjord, comme le cabillaud et l'aigle fin.
Mais les légumes ne poussent pas vraiment au Svalbard. On a juste un petit jardin de plantes aromatiques près de la centrale électrique. On va y cueillir des herbes parfois, mais lorsque nous sommes nombreux comme en ce moment, la production n'est pas suffisante. Presque tout est importé de Norvège. On y va. J'aime bien l'odeur de l'ail. Oui, tout le monde adore. Il n'y a pas de meilleure odeur au monde. Là, vous cuisinez pour combien de personnes? En ce moment, au village, nous sommes environ 130. Ah oui. Mais il y a des arrivées et des départs presque tous les jours. Donc c'est un peu en dents de scie. J'imagine qu'en hiver, l'ambiance est complètement différente. Oh oui, complètement. C'est le jour et la nuit, littéralement. Parce qu'en ce moment, on a du soleil 24 heures sur 24. Mais en hiver, il ne se lève plus. Ah oui. Ça change complètement la perception. Et puis, nous ne sommes plus qu'une trentaine de personnes en hiver. Certains s'y font très bien, mais pour d'autres, l'obscurité reste un problème. Mais oui, c'est complètement différent. J'ai l'impression que la nourriture, c'est un élément central dans la vie de cette communauté scientifique. Hein. Les gens partent en expédition dans les fjords et dans les montagnes pour leurs recherches. Mais tout le monde se retrouve au réfectoire pour manger. C'est très important pour souder le groupe. Sans ça, on se connaîtrait à peine. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Let's go. La salle de sport permet aussi aux résidents du village de renforcer les liens de la communauté. Le soir, été comme hiver, Frédéric quitte sa cuisine et retrouve des amis de toute nationalité pour une partie de hockey. C'est fatigant, hein? Il est 23 heures et pourtant le soleil brille comme en plein midi. Durant 6 mois, il ne se couche jamais. Mais en hiver, c'est l'inverse, avec 6 mois de nuit sans fin. Je comprends pourquoi la discipline et les routines comptent ici. Elles permettent de créer de la régularité et un sentiment de quotidienneté pour combler des manques de repères temporels évidents. Le lendemain matin, Marten m'a donné rendez-vous pour une sortie en bateau au fjord du Roi, à quelques milles nautiques du village. Nous partons avec Anne et Verena Mohaupt, chefs de la station franco-allemande. 3 nationalités réunies pour une même mission. Objectif, récolter de précieuses informations sur le comportement des différentes espèces d'oiseaux. Un travail minutieux que Marten et son équipe effectuent chaque année au moment de la migration. 5 fulmars et une mouette tridactyle. 5 fulmars et une mouette tridactyle. Les oiseaux nichent sur ces falaises. Il y a des mouettes tridactyles et j'ai vu 5 renardeaux aussi. Le fjord est bordé de 4 immenses glaciers qui s'étendent sur une dizaine de kilomètres dans l'île et dont l'épaisseur de glace varie de 3 à 400 mètres. En été, le site offre à des milliers d'oiseaux un endroit idéal pour se nourrir. Tu vois, il y a une chute de glacier là-bas, un gros bloc. Il y en a constamment. Et en fondant, il libère de l'eau douce, ce qui attire les petits poissons qui remontent à la surface. Et les oiseaux en profitent pour venir les manger. Ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre l'importance des glaciers. Malheureusement, ils connaissent un recul spectaculaire. En 1994, le fond du glacier se situait loin derrière nous, à 2,5 km d'ici. Et l'année dernière, en 2016, l'endroit où nous sommes était pris dans le glacier. En seulement 1 an, nous avons perdu tout ça, 400 mètres.
Donc ils fondent très très rapidement. Oui, c'est en partie lié au réchauffement climatique, mais également au fait que l'eau est plus chaude, ce qui brise petit à petit le glacier et le fait reculer. Mais les glaciers sont primordiaux pour les oiseaux qui nichent dans les fjords. Autrefois, ils n'avaient qu'une petite distance à parcourir entre leur nid et le glacier. Aujourd'hui, cette distance est allongée de plus de 3 km, ce qui fait 6 km aller-retour de plus pour chaque voyage. Alors nous essayons de comprendre comment tous ces changements les affectent. Ce qui est intéressant, c'est que en général, quand on parle du changement climatique, on a toujours l'impression que c'est une idée très abstraite, mais là, on le voit vraiment avec ses yeux. Ici, une variation de 2 degrés, c'est la différence entre une eau sous forme liquide ou solide. Donc l'impact est bien réel. Et puis il faut dire que la hausse des températures est bien plus importante dans l'Arctique que sous d'autres latitudes. C'est pour toutes ces raisons que j'ai poursuivi mes études ces 30 dernières années. Tous ces changements sont tellement préoccupants, il faut absolument en parler. Nous devons témoigner de ce qui se passe ici. D'une certaine manière, ce qu'on voit ici, les oiseaux et la fonte des glaces, ça nous raconte aussi quelque chose sur nos propres façons d'habiter, de consommer à l'autre bout du monde. Le réchauffement climatique n'est pas le résultat de facteurs locaux. C'est nous, en Europe, qui le provoquons. Mais c'est ici que nous observons les conséquences. Chez nous, on ne voit pas ces changements. On ne voit pas qu'on bouleverse la planète, qu'on modifie le système de refroidissement de la planète. Et les effets seront dévastateurs sur le climat en France, en Europe. Pour le moment, on ne s'en rend compte qu'ici, mais quand on voit ça, c'est vraiment tragique. En écoutant Marten parler de son travail, je comprends qu'il n'habite pas seulement sa maison, mais cette nature tout entière, avec la mer, les fjords, les glaciers et les oiseaux. La science n'est pas qu'une production de connaissances sur le monde, c'est aussi une façon de le vivre et de l'habiter. Après notre balade en bateau, Verena m'emmène au pied de la station franco-allemande. Chaque jour, à la même heure, elle lance dans le ciel un ballon-sonde météorologique. Celui-ci permet de capter des données locales partagées avec des stations du monde entier pour analyser les évolutions de la température. Comme pour Marten, son activité du bout du monde est éminemment reliée à l'état global de la planète, l'activité humaine et son impact sur le climat. Clic. Hop. Tout est attaché. Voilà. Alors on y va. On y va. Et vu que toi, tu as le ballon, toi, tu es aux commandes. Oh, tu dis super. 1, 2, 3, et à 3, tu lances. Ok. Alors 1, 2, 3. Et Waouh! Ah! Ça va très vite, hein? voilà. Ah, c'est mon premier lâcher de ballon. Mais... Ah, c'est chouette. Et là, il va monter jusqu'à quelle hauteur? Et il monte jusqu'à peu près 30 km. Ça va monter, 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 gonfler, gonfler. À un moment, ça explode. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ok. On le voit encore, hein? C'est beau. Oui. J'ai l'impression que tout le monde ici travaille autour de la question du changement climatique. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup, oui. Ouais, et surtout dans cet endroit ici. Enfin, c'est affecté tellement de ce processus. Alors oui, c'est beaucoup de scientifiques qui travaillent au-dessus. Oui. Pourquoi est-ce que tu voulais vivre ici? Parce que c'est quand même un mode de vie assez particulier. Je pense que tout le monde qui vient ici, surtout pour permanence, c'est un petit peu l'aventure qui nous attire. Et après, c'est la société du village qui est très, très spéciale aussi. On se connaît tous, c'est très... c'est un avec l'autre. Et ça, c'est rare dans la vie normale. Ouais. Je trouve qu'ici, il y a un sens très fort de la communauté. Tout le monde est concerné par cette question-là. Voilà. Le vivre ensemble, ça a beaucoup, beaucoup d'importance pour tout le monde. Et ça, c'est très beau. Le travail de Marten et de ses collègues peut paraître éloigné de nos préoccupations, mais il nous concerne directement. Je ne pourrai jamais réellement expliquer à quelqu'un à quoi ressemble la vie ici. Tout n'est qu'extrême, c'est un monde d'extrêmes. On sort, on se retrouve complètement seul, on revient en ville et on se retrouve dans une communauté très soudée. Et puis on rentre à la maison pour se poser, réfléchir et trouver un sens à tout ça. C'est nécessaire. L'esprit humain ne peut qu'évoluer dans un tel paysage. On prend conscience de la façon dont on devrait vivre. En me rendant à Ny-Ålesund, je pensais me trouver aux confins du monde.
dans une situation de dépaysement total, isolé de mes préoccupations. Il n'en a rien été, car ce lieu magnifique et sauvage nous confronte à nos propres contradictions. Les effets dramatiques de nos façons de vivre, de consommer, de produire et de circuler se donnent à lire ici comme dans un miroir grossissant. La beauté de ce monde qui disparaît sous nos yeux oblige à nous interroger sur la façon dont nous pouvons le rendre habitable, en apprenant à le partager avec l'ensemble des êtres vivants.